Bonjour. La poésie peut se révéler comme une thérapie dont les tenants et aboutissants peuvent être avantageux pour l'équilibre. On ne peut prétendre que les manifestations littéraires ne soient pas vraiment familières aux pratiques de coaching dans la mesure où ils convergent vers un seul objectif, à savoir celui de l'harmonie. Nous avons le plaisir d'accueillir Nisrine Safa, poète et coach. Nisrine est titulaire d'une maîtrise en France en recherche et sondage à l'École centrale de Paris, l'École des affaires. Elle a travaillé depuis plusieurs années sur le comportement des consommateurs tout en projetant ses intérêts vers le yoga, médiation et le coaching. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Nisrine, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir, Nisrine Safa, poète et coach. Je veux dire poétesse, poète et coach. On le dit, hein, on dit oui, les deux, on le dit. poète et poétesse. Poète et coach, et puis quand on parle de coaching, c'est la possibilité de pouvoir aider les autres à une certaine reconnexion quelque part, un ajustement de comportement. J'aimerais savoir en quoi la poésie et le coaching peuvent se compléter. En quoi la littérature et le coaching peuvent-ils se compléter? Alors, déjà pour commencer, je vais donner une petite définition du coaching pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le coaching, c'est une démarche de travail. Ça peut être avec un individu, ça peut être avec un groupe d'individus. C'est une démarche toujours pour un objectif. Okay. Donc, et toujours avec des balises très déterminées, des rôles très déterminés. Comme ça, les deux sont sécurisés et il y a un lien de confiance qui s'établit. Il y a un lien de confiance, ok. Tout à fait. Alors, le lien avec la poésie, moi je dirais que comme le coaching, c'est une démarche, comme c'est un cheminement, comme c'est une voie, je dirais, c'est comme tu te découvres à travers ça. On se découvre. Exactement. Oui. Et donc, il y a comme une inspiration, une envie de dévoiler ces découvertes à travers le mot, à travers l'image poétique. Et c'est là où je vois un peu le lien. Le lien. Puis... vous savez, il y a ce cheminement, cette voie, etc. On le trouve dans beaucoup d'approches, que ce soit le coaching, que ce soit par exemple le soufisme, que ce soit par exemple... Tout à fait, ce sont des branches comme le soufisme, comme vous venez de le... Exactement. Ce sont des branches où la méditation est quand même... importante. Oui, exactement. Oui. C'est le retour à soi, c'est la méditation sur soi, c'est la reconnexion avec son émotion. L'émotion, c'est une clé. C'est pas quelque chose ni à dénigrer, ni à valoriser plus que ça l'est. Il faut être dans une posture d'accueil, voilà. dans une posture d'écoute de soi, c'est quoi le message que cette émotion veut me dire à propos de moi, à propos de ma vie, à propos de là où j'en suis. C'est toujours des indicateurs. Donc la littérature et la poésie peuvent tout de même jouer un rôle... peut-être de médiation, tout à fait. Si ce n'est de thérapie aussi. Le coaching, je ne dirais pas que c'est une thérapie, car on n'est pas dans une posture de revisiter le passé, d'aller chercher les raisons. Donc le passé, on est plus dans le présent. On est plus dans le présent, on est ici dans une situation X, vers quoi on veut aller, vers quoi on veut s'aligner, comment on va y accéder. Et le travail du coach, c'est pas de dire à la personne quoi faire, c'est de l'emmener dans une réflexion, c'est de l'emmener dans... C'est comme lui montrer un peu les angles morts, voilà, de façon un peu, pas directe, mais la mener dans une réflexion. La mener. Nisrine, comment vous résumerez votre approche en général? Ok, oui. Alors, mon approche, elle est... moi, peut-être parce qu'il y a ce côté un peu poétique, j'aime le côté créatif. Côté créatif, ok. Oui, il y a beaucoup de... Je fais un exercice d'écriture très diversifié avec les gens, que ce soit en groupe, que ce soit en individuel. Je pense que l'écriture a un rôle thérapeutique.
Voilà, donc l'écriture a un rôle thérapeutique. On ne cessera jamais de le répéter, mesdames et messieurs. Exactement, oui. Vous êtes le mieux placé pour je vous en prie. Bon. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment travailler sur le mot. Puis le mot a une puissance, a une vibration, et le mot est libérateur. Voilà. Donc, c'est vraiment cette force-là qu'on va aller chercher, parce que souvent, on a des non-dits qu'on peut porter toute une vie. Refoulés. Exactement, et qui peuvent être des obstacles, qui peuvent être... ça fait que la personne passe à côté de sa vie et ne la vit pas entièrement et dans le plaisir. Et ça crée des regrets. Exactement, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, et quand ça crée des remords... ça ne sert à rien. Non, le bonheur et la joie de vivre tout à fait. s'en vont. Hein. Exactement. Vous avez fait des études en affaires électroniques, vous avez travaillé sur le comportement des consommateurs en exerçant dans une entreprise pendant plusieurs années, je veux dire. Oui. Pendant plusieurs années. En quoi ce savoir-vivre comportemental vous interpelle? En fait, à travers ce travail que j'ai fait effectivement pendant plusieurs années, il y a une façon de créer des fonctionnements de groupe. OK. C'est-à-dire de consommation, c'est-à-dire qu'on veut que telle cible consomme tel produit de telle façon. Donc, il y a quand même une forme c'est plus spontané, c'est plus un vrai besoin qui est là, mais ce sont des besoins qui sont créés, des besoins des fois qui ne sont pas essentiels. Donc, on est dans une forme de consommation, dans une forme de performance, dans une forme de but, des fois qui peut-être ne sont pas alignés avec qui nous sommes vraiment. Et on est en forme, si je m'abuse, d'ouverture, d'accueil et d'ouverture à la réception. Tout à fait, oui. Donc, j'imagine que le savoir-vivre à ce moment-là est rentable quand on a la posture généreuse de pouvoir s'ouvrir et d'accueillir. Exactement, exactement. Et surtout d'accueillir tout en ayant ses propres choix, puis sa propre façon de se dire, OK, cela peut-être est très important pour moi, cela l'est moins. Et je fais des choix de pas tout laisser rentrer. Voilà, de pas les accueillir. Et j'imagine que dans votre parcours professionnel, il a abouti normalement et naturellement au fait que vous êtes devenu coach. Je vous ai entendu dans la poésie. C'est une merveilleuse poétesse. Merci, c'est gentil. Je ne vous jette pas de fleurs, Nisrine, mais parce que ce lien est toujours intéressant à sonder, celui d'aller de la poésie au coaching ou peut-être vice-versa. Donc là, on va dire que c'est un aboutissement. Oui, alors c'est un aboutissement, mais aussi il y a eu un moment de ma vie où j'ai été arrêtée à cause de la maladie. Okay. Et donc, c'était un moment de retour à soi, de retour à un questionnement très large par rapport à la vie, par rapport à ce que je suis, ce que je veux. Existentiel. Tout à fait, exactement. Mais je suis reconnaissante que c'est arrivé à un âge où je peux encore mais j'imagine que vous avez fait preuve de résilience. C'est ça. Puis c'est ça que j'ai découvert le coaching, le yoga, la méditation, et tout un monde. On va justement parler de ça, si vous le permettez, Nisrine. Bien sûr. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée Nisrine. Nisrine Safa, vous êtes spécialisée dans le yoga, dans méditation, coaching. Moi, j'ai une question peut-être d'ordre général. Oui. Comment est-ce qu'on peut se reconnecter avec nos émotions? D'accord. Dans une séance de yoga, dans une séance de méditation, est-ce que vous pensez que c'est une tâche difficile? Et comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, c'est une tâche qui se construit, c'est-à-dire que c'est un travail, c'est un travail de continuité, de longue haleine, mais c'est un travail qui commence toujours avec la volonté d'aller dans ces zones-là. Souvent, ça fait peur de se reconnecter avec des émotions plus sombres, disons, comme la colère, comme la peur, comme la haine. J'imagine que c'est les sentiments, c'est les émotions qu'il faut cerner, maîtriser. Oui, tout à fait. C'est des émotions qu'on va, à travers, par exemple, la méditation, mettre de la lumière. Oui. C'est comme un enfant qui pleure, qui est dans son coin, et tu vas le prendre dans tes bras, le calmer.
Ok. Le laisser, le laisser comme avoir un espace où il est Oui. accueilli, où il est dans une Le bienveillance. dorloter dans ses petits cris et ses pleurs jusqu'à ce que ça passe. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, l'idée, c'est d'aller dans une forme de lâcher prise, dans une forme de... Donc, on retient ce mot, lâcher prise. Oui. Et de bienveillance envers soi, parce que la plupart des gens veulent être parfaits et bons dans tout de suite. Et c'est pas possible. Il faut vraiment un exercice. Et il faut aussi se dire qu'on a des points plus forts que d'autres. Puis s'accueillir dans ce qu'on est. Et d'accepter. Tout à fait. D'accepter qu'on a des points forts et des points faibles, la vulnérabilité. Exactement. Et se reconnecter avec sa vulnérabilité, c'est une force. Voilà. Ça, c'est la force. C'est pas quelque chose à négliger, à mettre de côté, mais au contraire, c'est en connaissant nos vulnérabilités qu'on peut travailler, qu'on peut avancer, qu'on peut les rendre des leviers d'épanouissement et de bonheur. Très bien. Oui. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré justement, oui. Des psychologues, Oui, il y a Frédéric Lenoir, il écrit beaucoup sur des thèmes pareils. Il y a aussi un moine tibétain qui a écrit énormément de livres sur la colère, sur le lâcher-prise, sur la méditation en conscience. Et il y a aussi des auteurs qui existaient, ça fait des siècles, mais qui sont d'une actualité impressionnante, comme Jalal-Din Rumi, comme Ibn Arabi. Ce sont des soufis. Ce sont des soufis, tout à fait, qui ont fait ce cheminement eux-mêmes et qui nous donnent des apprentissages. Je pense que c'est une expérience humaine à vivre afin de se connecter avec la vie et afin d'être ce qu'on est réellement. Exactement. C'est juste naturel, ce qu'on est naturellement. Exactement. Nisrine, on va aller à vos activités littéraires. Vous avez été très active donc, dans des manifestations. Vous êtes avec le Centre culturel arabe. D'abord, voulez-vous nous en parler? Oui. Alors, le Centre culturel arabo-canadien, c'est un centre qui fait des activités d'ordre culturel. On se veut un pont entre la communauté arabe, les écrivains, les poètes, les chanteurs, toute création artistique. Et notre pays d'accueil est là où on vit et là où on crée aussi notre espace de création. Donc, à travers des soirées poétiques, à travers des conférences et autres. Donc, c'est un peu ça. Puis, ça fait comme 4 ans qu'on existe. 4 années que ça a été créé. On vous a vu au Festival Orientalis, Festival du monde arabe. Oui, tout à fait, exactement. Et il y avait de belles manifestations, justement, je me rappelle. Est-ce que c'est juste des poètes qui écrivent en arabe? En fait, non, parce que justement, quand on lit qu'en arabe, on est en train de parler à un public arabe, alors qu'on veut aussi toucher un public diversifié et surtout qu'on se fasse connaître par les gens avec qui on vit et on vit ensemble. Donc, il y a des fois des activités qui sont bilingues, même des fois trilingues, anglais, français et arabe. Donc, trilingue, donc la valorisation des langues, comme quoi les langues peuvent enrichir l'être humain, peuvent s'enrichir entre elles. Exactement, tout à fait. Alors, festival au Centre culturel arabe, est-ce que vous avez un site web, un lien? Oui, on a une page qui a maintenant à peu près 4000 personnes. 4000 personnes, donc, très bien. C'est une page Facebook? C'est une page Facebook, oui. Juste Centre culturel arabo-canadien. Arabo-canadien avec le petit trait d'union. Oui, exactement. Centre culturel arabo-canadien, Facebook. C'est ça. Plus de 4000, c'est un exploit. Oui, les gens, on dirait qu'il y a cette soif de se reconnecter autour de l'art, autour de la création de la création littéraire. Est-ce que vous avez des projets avec le festival? Actuellement, on est en train de préparer les journées de la langue arabe à l'Université de Montréal.
les journées de la langue arabe. Oui. Intéressant. Oui. Ça va être en quel mois? Est-ce que c'est au courant de 2019? Oui, c'est au courant de 2019. Ça va être en février prochain. En février prochain. Il y aura une conférence sur le thème de l'identité. Sur le thème de l'identité, oui, très bien. Il y aura plus l'identité multiple, je dirais. D'accord. Et il y aura une soirée poétique, et il y aura des chants soufis. Il y aura également un spectacle de musique. Et un spectacle de musique. Puis vous êtes souvent reconnecté. Il faudrait qu'on vous voit avec le Festival du Monde Arabe parce que vous y êtes, vous allez être là. Cette année, peut-être, il y a un projet sur lequel on travaille. C'est un projet sur l'œuvre de Attar, qui est aussi un grand poète soufi. Oui. Et Attar, c'est pas le poète perse, non? Si, c'est un poète perse. C'était le maître de Jalal-Din Rumi. C'était son maître. Je me disais que exactement. Et lui, il a écrit un livre magnifique, c'est le Cantique des oiseaux. Oui. C'est en français. Un recueil magnifique, traduit en plusieurs langues. Exactement, tout à fait, pour les gens qui veulent découvrir. Donc c'est ça. Excellent, magnifique. Nisrine, on va faire une pause. Parfait. Et on vous revient, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invitée Nisrine. Alors Nisrine, nous allons avoir le plaisir de t'écouter dans des extraits de poésie. On va te laisser donc le temps de le faire, des lectures avec notre invitée poétesse, Nisrine Safa, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Alors ce petit texte s'appelle « Voyage ». D'ici et d'ailleurs, mon cœur voyageur, ce nomade, rêveur, marche de ville en ville, d'ami en ami, se lie, se sépare, il repart. Ses ailes colorées se brûlent avec chaque départ, puis renaissent. Éternel phénix, éternelle promesse, hymne à la vie, assoiffé d'amour, il avance dans la boue et dans ses yeux, une caresse des cieux. Il tourne, tourne et tourne. Ce cœur, derviche amoureux, à Montréal enfin il se pose, oiseau après un long voyage. Cette ville aux mille visages, sa branche de printemps, où il se repose. Merci beaucoup pour ce partage. Je vous laisser peut-être enchaîner avec un extrait de votre choix. Est-ce que c'est un essai, c'est un conte, je pense? Oui, c'est un petit conte. C'est un conte intitulé qui s'appelle Le conte du pot fêlé. Excellent, avec toujours notre invitée, Nisrine Safa, mesdames et messieurs. Merci. Alors, il était une fois une vieille chinoise très pauvre qui habitait une petite maison. Son mari avait creusé un puits près de cette maison, mais un jour, son mari mourut et le puits s'assécha. Depuis lors, elle devait aller chercher de l'eau à un ruisseau assez éloigné. Pour transporter cette eau dont elle avait besoin tous les jours, elle avait acheté 2 grands pots. Elle suspendait chaque pot à l'un des 2 bouts d'une perche qu'elle portait appuyée derrière son cou. Mais l'un des 2 pots était fêlé et l'autre en parfait état. Ce dernier était bien plein quand elle était de retour dans sa maison. Par contre, le pot fêlé, à la fin de la longue marche de retour du ruisseau jusqu'à la maison, était à moitié vide. La pauvre chinoise ne ramenait donc chez elle qu'1 pot et demi d'eau. Or, voyez-vous, en Chine, les pots pensent. Oui, dans leur panse, ils pensent. Le pot qui n'était pas fêlé était très fier de lui, de ce merveilleux travail qu'il accomplissait. Et il se moquait de l'autre pot. Il lui disait un jour: « Elle va te jeter dans le fossé et en acheter un autre. » Cette femme était pauvre, mais c'est vrai qu'elle aurait pu tout de même s'acheter un autre pot. Le pot fêlé avait honte de son défaut. Il aurait bien voulu ramener autant d'eau que l'autre, et il avait très peur d'être jeté. Pourtant, la vieille chinoise ne semblait pas y faire attention. Jamais elle ne parlait de le jeter. Elle continuait chaque jour à aller chercher son eau, en suivant toujours le même chemin. Elle portait toujours les 2 pots de la même façon, le pot fêlé à sa gauche et le pot intact à sa droite. Au bout de 2 ans, alors qu'elle était au bord du ruisseau et prenait le pot fêlé pour le remplir, ce dernier dit à la vieille chinoise: « J'ai honte de moi, j'ai honte,
parce que, par ma fêlure, la moitié de mon eau s'échappe le long du chemin pendant que tu reviens à la maison. Je te suis bien moins utile que l'autre. Pourquoi ne dis-tu jamais rien? Pourquoi ne m'as-tu pas jeté? » Alors la vieille chinoise sourit et dit au pot fêlé: « J'ai toujours su que tu étais fêlé et que tu perdais de l'eau sur le côté gauche du chemin pendant le retour. Alors j'ai semé des fleurs de ce côté-là, et chaque jour tu les as arrosées. N'as-tu pas remarqué qu'il y a des fleurs de ce côté-là du chemin et pas de l'autre? Ainsi, depuis 2 ans, j'ai de belles fleurs pour décorer ma maison. Sans toi, je ne vivrais pas dans toute cette beauté. Rappelez-vous, les fêlés sont des semeurs de beauté. » Magnifique. Et puis, on peut deviner que le conte, il y a toujours un message. Il y a la fêlure d'un pot, puis de l'autre bord, il y a quelqu'un qui sème des fleurs. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Nisrine. Bon, on va parler de votre projet, un projet qui s'en vient, très intéressant. Cercle des femmes, le chemin vers soi. Oui. On parle d'une activité. Oui. Est-ce que c'est mandaté par un organisme? Non. Donc, c'est une activité qui s'en vient les dimanches 27 janvier, mesdames et messieurs, dimanche 24 mars, février, mars, tout à fait. Donc qui s'en vient prochainement. Oui, on va dire. Alors, on voudrait connaître les paramètres. Avec plaisir. En fait, pour introduire, il y a comme une citation de Rumi qui disait: il donnait beaucoup de conseils, par exemple, soit comme la rivière en générosité, soit comme le soleil en tendresse, etc. Oui. Et à la fin, il disait: sois tel que tu es et sois comme tu es. Tel que tu es, comme tu es. Exactement. Oui. Et donc, c'est avec cette clé-là que c'est l'approche de ces ateliers-là. C'est des cercles de femmes, c'est un groupe de femmes qui se rencontrent dans une forme de travail ensemble. C'est un effet de miroir, c'est un effet de collaboration, c'est un effet de création d'une communauté bienveillante qui s'écoute sans jugement, sans envie de... Cette personne n'a la vérité, personne ne sait pour l'autre, mais dans un échange d'expériences et dans un échange d'expériences humaines. Oui. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Puis vous les avez intitulés, il y a un mot pour chaque, il y a s'enraciner, s'ouvrir et accueillir. Cela veut dire que chaque dimanche, on va disséquer on va travailler sur un élément. On peut pas, un arbre ne peut pas donner de fruits s'il n'a pas ses racines qui sont bien ancrées à la terre. Pareil à une personne, si elle n'est pas vraiment enracinée dans ce qu'elle est, dans dans ses valeurs, dans sa façon de voir le monde, dans ses besoins, déjà les connaître, elle ne peut pas aller vers autre chose. C'est ça le message de ce premier atelier. Et une fois on est dans cette posture d'accord, d'harmonie avec soi-même, on est à terme de pouvoir accueillir des nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages. Et les gens qui voudraient communiquer avec vous, on peut communiquer le courriel si vous avez. Oui, on peut j'ai mon courriel qui est safa, S-A-F-A, .nisrine, N-I-2-S-R-I-N-E, @gmail.com. Et les gens, donc, on va sûrement l'écrire, notre réalisateur va s'en occuper. Les gens donc, vont communiquer avec vous. Avec plaisir. Je l'espère bien. Et puis, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir partagé. Vraiment, merci pour cette invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, avec Art et Lettres. À la prochaine.